voudrais à mon tour remercier bien évidemment la EPS Paris, plus particulièrement Stéphane. C'est toujours avec grand plaisir que je viens dans cette institution, désormais, 44e bistrot pédagogique. Ça, respect, bravo. Ça reste un exemple de dynamisme de la profession et à travers ce que disait Mickaël, bien évidemment, la EPS est un acteur parmi tant d'autres, mais plus particulièrement ici parce qu'il y a ce souci de transmettre et d'interroger les pratiques. Alors comme Mickaël l'a très bien expliqué, notre projet aujourd'hui, notre ambition, c'était d'interroger des zones d'ombre que l'on malheureusement retrouve beaucoup trop souvent dans les copies d'écrit 1, les années 50, les années 70 et je traiterai plus particulièrement des années 2000. Je parlerai peu des années 80 parce qu'il y a quand même beaucoup de travaux sur les années 80 et donc on va essayer d'interroger les pratiques pédagogiques, les pratiques professionnelles des années 2000 tout en sachant que sur le plan de l'histoire, on dispose d'un corpus un peu plus intéressant dans la mesure où on est dans le cadre de l'histoire du temps présent et donc on peut à la fois faire de l'observation participante, on peut lire les revues professionnelles, on peut aller chercher dans les blogs ou des conneries, mais aussi pas mal d'anecdotes croustillantes fourmillent et ça permet à un moment donné de témoigner d'une certaine réalité. Bien entendu, on interroge les formations initiales que sont les facultés des sciences du sport aujourd'hui et parfois le terme éducation physique a disparu, quid des filières éducation motricité, etc. Donc j'en viendrai aussi, vous verrez, à interroger peut-être qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui le métier d'enseignant d'éducation physique et plus particulièrement pour introduire ce troisième éclairage, cette déclaration de Florence Robin à Digesco, elle n'y est plus depuis, mais au 1er octobre 2019, elle nous parle d'un praticien réflexif. Mickaël a très bien montré que dans les années 50 et les années 70, il y a effectivement des acteurs, il n'a pas employé cette notion, pourtant elle est chère à l'histoire sociale de l'éducation physique, mais les acteurs, ceux qui œuvrent au quotidien à faire en sorte que 1000 heures d'EPS soient dispensées aujourd'hui dans un parcours de formation, c'est pas rien 1000 heures. Surtout lorsque c'est interrogé de l'extérieur et qu'on se rend compte finalement que les profs d'EPS, leur bilan, il est peut-être discutable, sinon discuté. Donc ces 1000 heures d'éducation physique, qu'est-ce qu'on y fait en matière de savoir? Qu'est-ce qu'on transmet en matière de valeur? En d'autres termes, à quoi sont payés les enseignants d'éducation physique? Florence Robin est très très claire, quoi. Un praticien réflexif en posture de recherche. Donc on pourrait aussi discuter, j'espère que ça sera peut-être un élément du débat, la place du mémoire de recherche en Master MEF. Consternant. Oui, mais justement, avec la réforme du nouveau CAPEPS, on interroge de plus en plus cet aspect-là. Donc, un enseignant qui fonde, ajuste son action sur l'évaluation des besoins et des progrès des élèves. On est d'accord, bien évidemment, il n'y a aucune raison que ça change. Il n'y a pas d'enseignant sans élèves et bien évidemment, il n'y a pas de pratique pédagogique sans les caractéristiques socioculturelles, en particulier, mais pas seulement des élèves. Et puis, il utilise des outils numériques. Tiens, on va peut-être parler de la tadaga didactique, des TIS et compagnie, etc. Pourquoi pas? L'effet mode, l'effet écran plat en éducation physique, je ne le sais pas. En tous les cas, on pourrait peut-être le discuter. Et il y a effectivement cette nécessité de démarche de projet pour renforcer l'individualisation, l'interaction, la créativité, la collaboration entre les élèves. Bref, Florence Robin dresse un cahier des charges infaisable. Et pour lequel, bien évidemment, se pose en amont, et Mickaël et moi, mais on est quand même un certain nombre dans cette salle à être formateurs dans des facultés des sciences du sport ou dans des UFR STAPS, ça nous interroge. Comment préparer les futurs enseignants qui, comme le disait Mickaël, lorsqu'ils sortent en 1990, seront encore enseignants d'éducation physique en 2030. Donc oui, le pari qu'on va essayer de faire là, dans ces 40 prochaines minutes, c'est non pas faire l'histoire du futur, non, faut pas déconner quand même, mais c'est peut-être se projeter dans l'avenir et voir que finalement, ce qui était déjà le cas dans les années 20, que l'on constate 40 ans plus tard dans les années 60, comme l'a rappelé Mickaël, ou les enseignants formés dans les CREPS dans les années 50, qui dans les années 80 sont complètement déboussolés par le nouveau cahier des charges établi par Alain Savary, bien évidemment, on peut aussi s'interroger aujourd'hui les enseignants qui, comme moi, ont passé la cinquantaine et s'interrogent sur ce cahier des charges qu'ils peuvent juger
infaisable. Mais quand même, il y a des éléments importants. C'est un humaniste, un ingénieur, un bâtisseur qui donne du sens à son métier. Alors oui, peut-être que là, on va essayer de réfléchir, d'autant plus que les années 2010, oui, bien évidemment, il faut oser en écrire parler des années 2010 et pourquoi pas des années 2020. Michael parlait de l'effet 2024, bien évidemment, ça a déjà des répercussions sur les identités professionnelles. Ça jase dans les gymnases, ça jase dans la salle des profs. Le spectre de Ferdinand Adidas avec son survêtement à 3 bandes, son chrono et son survêtement rejaillit. Nom de Dieu, on n'est peut-être pas seulement prof de sport et sélectionneur des futurs ténérinaires de 2024. En tous les cas, certains enseignants clament haut et fort qu'ils ne sont pas des profs de sport, mais bien des profs d'éducation physique et sportive. Alors il y a un effet conjoncturel, bien évidemment. L'effet conjoncturel, alors permettez-moi de faire allusion aux travaux de Pierre Arnaud que Michael a déjà cités, et il évoque effectivement, Pierre Arnaud évoque le modèle explicatif de l'orthodoxie scolaire, selon lequel un enseignant d'éducation physique, à travers ses pratiques, revendique une identité professionnelle, celle d'être avant tout un enseignant, un acteur du système éducatif, un fonctionnaire de l'État, et qui enseigne une discipline qui n'existe, selon Pierre Arnaud, que dans, par et pour l'école. Et Michael a bien montré que lorsqu'elle est investie par des acteurs étrangers, ça engendre une réaction professionnelle, parfois très vive, parfois excessive. Parler de action-réaction. Je reprends ces propos. Alors oui, on va bien évidemment discuter, mais ça a déjà été travaillé, donc je ne vais pas approfondir, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été écrites sur... Alors Pierre Arnaud parle de la récente intégration au ministère de l'Éducation nationale. Il est beaucoup plus juste de dire la réintégration. Et du reste, dans le même article, il parle du retour de l'éducation physique à l'éducation nationale. Et là, il nous parle d'un mimétisme scolaire. Il nous parle de la didactique scolaire de l'éducation physique. Bref, je m'inscris en continuité des travaux, des propos de Michael pour montrer que, bien évidemment, le contexte est complètement différent dans les années 80 parce que le cahier des charges est tout à fait important, sinon excessif. Voilà 2 extraits. Moi, j'invite les candidats au concours à relire cet éditorial de la revue EPS numéro 75. C'est pas rien, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui s'adresse aux enseignants en poste, mais aussi aux étudiants qui passent les concours. Donc, il s'adresse à cette revue professionnelle. Il en existe d'autres à cette époque-là, mais le fait de signer cet éditorial dans le numéro 175 et de répondre d'une certaine manière aussi à l'angoisse des enseignants d'éducation physique qui rejoignent le giron de l'éducation nationale, il laisse d'une certaine manière leurs attaches avec jeunesse et sport, et on nous dit bien l'intégration a pour ambition de placer l'EPS à égalité de droits et devoirs. La question qui se pose, c'est est-ce que finalement le pari va être relevé par les enseignants d'éducation physique? Ont-ils le choix de ne pas relever ce pari? Et peut-être, d'une certaine manière, vont peut-être-ils surjouer ce pari du retour de l'égalité des droits et des devoirs pour essayer de montrer qu'effectivement, ils sont exemplaires sur certains points, et on assiste aussi à des discours excessifs. Je vous rappelle juste les travaux de Bernard Ria qui nous parle d'un pompier social. Le prof de gym est le pompier social de l'éducation nationale. Bon, peut-être qu'à un moment donné, il faut faire preuve d'humilité. Là, on va peut-être essayer de réfléchir à cette question. Et le cahier des charges est très simple. L'enseignant d'éducation physique a pour mission de lutter contre l'échec scolaire, les inégalités à l'école, le chômage des jeunes. Je crois que c'est encore d'actualité. Je ne sais pas. Et donc, comme je le disais, Alain Savary parle du retour de l'EPS à l'éducation nationale et met en garde contre peut-être des habitudes, des mauvaises habitudes, des corporations, des enseignants d'éducation physique. Et il s'agit effectivement de convaincre les enseignants d'éducation physique qui sont des enseignants à part entière, et surtout de rétablir un climat de confiance, parce qu'il y a peut-être eu effectivement de la défiance vis-à-vis des enseignants d'éducation physique dans la période précédente, notamment entre 66 et 81, où, je vous le rappelle, l'éducation physique est gérée par Jeunesse et Sport. Et donc 81, c'est surtout la dépossession de Jeunesse et Sport de plus de 90% de son budget. Et bien évidemment, en matière d'innovation pédagogique, ça pose un certain nombre de problèmes. Alors on pourrait penser que les professeurs d'EPS sont super ravis
de rejoindre l'éducation nationale, de retourner à l'éducation nationale. Mais quand on lit le cahier des charges d'Alain Savary, et donc ça fait en 82, ça fait un an, hein, il dresse le bilan d'un an et il tire d'une certaine manière un peu les oreilles des enseignants de cette époque en leur disant « Attention, on ne fait pas n'importe quoi à l'école. Il est peut-être de bon ton d'oublier certaines mauvaises habitudes. » Bien entendu, ça fait réagir. Je n'ai pas mobilisé, en termes de corpus, le discours syndical. J'ai mobilisé une autre revue professionnelle, les cahiers pédagogiques. Et Jacques André, qui est bien évidemment connu aussi pour être engagé dans un discours sur l'identité de l'éducation physique, vous voyez ce qu'il dit quand même, hein. Dès qu'il y a implication corporelle et projet d'éducation, la philosophie, l'éthique, l'art, le savoir de la vie doivent primer. Il en appelle effectivement à l'ingéniosité. Mince, on vient me chercher. Il en appelle à l'ingéniosité des enseignants d'éducation physique. Il en appelle à l'originalité. Parce que d'une certaine manière, permettez-moi cette expression, dis-moi comment tu enseignes et je te dirai qui tu es. Ce n'est pas parce que les enseignants d'éducation physique rejoignent le giron de l'éducation nationale qu'ils doivent être formatés. Michael parlait d'une éducation physique une et indivisible, uniforme. Non, bien au contraire. Le fait qu'elle soit bien vivante en tant qu'institution, et là, pardonnez-moi un petit peu cet anthropomorphisme, le fait effectivement qu'elle soit traversée par des divergences, par des disparités, par des conflits d'acteurs, que Michael rappelait, que ce soit au niveau des statuts, que ce soit au niveau des choix en matière de références culturelles, etc., eh bien, il n'y a aucune raison que ça change. Les années 80, c'est aussi oser affirmer que l'EPS est pluriel et qu'elle est marquée du sceau de la diversité. C'est oser rappeler peut-être à Pierre Parlebas que le risque de l'émiettement en 1967, vous vous souvenez, ben c'est peut-être effectivement une richesse. Hein. Parce que l'EPS du collège n'est pas la même que l'EPS des lycées. Enfin, en tous les cas, dans le curriculum formel, alors Michael a cité Isabelle Jean-Manty, on pourrait aussi citer les travaux de Pernoud, eh bien, il y a des IO qui distinguent à cette époque-là l'EPS du collège et l'EPS du lycée. Mais on pourrait aller même plus loin. L'EPS des villes et l'EPS des champs. L'EPS des garçons et l'EPS des filles, etc., etc. Donc, moi, je vous supplie. Alors, s'il faut que je me mette à genoux, je me mettrai à genoux. Mais j'en ai marre, et je crois que Michael partage cette opinion, de ces tartes à la crème qui nous font de l'éducation physique et une indivisible. Et parce qu'elle est revenue à l'éducation nationale, elle est encore plus uniforme. Mais non! Regardez votre propre parcours en tant qu'élève. Vous n'avez pas vécu les mêmes expériences motrices. Vous avez effectivement été bercé de la richesse de cette hétérogénéité. Eh bien, c'est toute l'équation que les enseignants d'éducation physique doivent relever avec leur propre parcours, avec les propres contraintes liées au retour de l'éducation physique à l'éducation nationale. Alors, comme le disait Michael, eh bien oui, bien évidemment, innover dans le cadre de ces pratiques quotidiennes, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas parce qu'on retourne à l'éducation nationale, ce n'est pas parce que Croquignol, Ribouldingue et Filochard intègrent le giron de l'INRP que d'un seul coup, on va tous s'autoproclamer didacticiens de l'éducation physique. Il n'empêche que depuis, et là je suis remonté dans les années 50, parce que Michael avait pris ce premier exemple, mais on voit qu'il y a une ingéniosité pragmatique, peut-être même empirique, qui fait que de tout temps, la logique du bottom-up a toujours prévalu en éducation physique. C'est absolument fondamental que l'on sache, que les enseignants disent ce qu'ils font avec leurs propres mots, dans le cadre des institutions spécifiques, la EPS, mais pas seulement, etc., etc. Donc on voit que, bien évidemment, le retour à l'éducation nationale va aussi initier des échanges. Et ces échanges sont absolument fondamentaux. Il faut qu'ils demeurent. Sinon, bien évidemment, l'identité, avec un grand I de l'éducation physique et l'identité professionnelle de ces acteurs, eh bien, elle risque d'être assez terne. Au contraire, le retour de l'éducation physique à l'éducation nationale est une chance, une nouvelle chance pour montrer effectivement, pour acter de cette singularité. Et le premier texte curriculum formel, mais qui doit être mis en œuvre dans les pratiques immédiatement au lycée, c'est le texte du CCF en 1983, où effectivement là, il faut qu'on sache ce que les enseignants font. C'est absolument fondamental. Donc derrière le retour à l'éducation nationale se cache une exigence, celle de la transparence.
il faut effectivement que les enseignants expliquent au quotidien, aussi bien avec leurs collègues dans le cadre d'un projet EPS, je vous rappelle que c'est obligatoire, mais aussi un projet d'AS, mais discute aussi avec les autres interlocuteurs de l'EPLE, les profs de maths. Bah tiens, qu'est-ce que tu fais en course longue? Tu mobilises des connaissances mathématiques? Et le prof de physique d'interroger le prof de PS, comment ça, EC égale 1,5 de MV2, ça se dit en EPS? Mais c'est vachement intéressant ça, etc., etc. Donc, oser casser le cloisonnement des disciplines. Michael parlait de l'interdisciplinarité, bien évidemment, ça va être un pari qui va être encensé, qui va être appelé de ses voeux de la part du ministère, mais aussi des représentants du ministère, les IA, IPR, qui souhaitent savoir en amont ce que les enseignants vont faire. Un projet d'EPS, qu'est-ce que c'est? Relisez la définition de Maglev, c'est un ensemble d'objectifs et de moyens destinés à les réaliser. Et bien la réalité montre que bien souvent les projets EPS sont l'œuvre du coordonnateur. Parce que les électrons libres existent toujours en éducation physique. Mais je vous rassure, ils existent aussi en mathématiques, en espagnol, en physique, etc., etc. Alors oui, interrogeons les années 2000, parce qu'il y a un effet conjoncturel. Il y a peut-être, je pose la question, un effet de mode. Non, l'histoire ne se répète pas, mais il arrive parfois qu'elle bégaye. Et Michael disait que finalement, il y avait quand même beaucoup de similitudes entre les années 70 et les années 2010. C'est effectivement une vision que je partage. Et force est de constater qu'en matière de contextualisation, et vous savez que c'est très important en écrit, contextualiser l'EPS, c'est effectivement être en mesure d'expliquer quelle est la situation du système éducatif, quelle est la situation des rapports sur le plan culturel, des échanges culturels entre le dedans et le dehors. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, peu cher, ma collègue de Strasbourg est super contente, on peut enfin enseigner le yoga au lycée. Génial! Je ne suis pas persuadé que ça soit compris de tout le monde. Quel intérêt d'enseigner le yoga? Peut-être qu'à un moment donné, comme le dit à un moment donné Yves Travaillot dans la revue Loisirs et Santé, le PS est peut-être à la traîne des cultures sportives. C'est une question. En tous les cas, à travers ces années 2000, apparaît une notion qui pour moi est fondamentale, c'est le moteur un petit peu des transformations, faire en sorte que les pratiques pédagogiques ne se sclérosent pas, elles continuent de se transformer. Elle continue de s'adapter aux réalités locales et enseigner l'EPS. T'es où Elle est où, Alizé? T'es où déjà, toi, dans le 19e, c'est ça? Eh bien, c'est pas enseigner l'EPS dans un dispositif éclair du Neudorf, une banlieue est de Strasbourg. Donc, à un moment donné, comment justifier de cette nécessité d'innover, de faire confiance aux expérimentations, de faire en sorte que ces enseignants osent? Michael parlait tout à l'heure du pari de la dévolution. Eh bien, on voit que dans les années 2000, on encense les expérimentations. Aujourd'hui, il est de bon ton de célébrer l'enseignant innovant. Qu'est-ce que c'est qu'un enseignant innovant? C'est le bon enseignant? Question que je vous pose. Et l'aspect conjoncturel de ces années 2000, c'est notamment une pression exercée par le Conseil national de l'innovation pour la réussite éducative. Donc, on est passé de la lutte contre l'échec à la réussite de chacun. Et là, on nous parle d'une pratique innovante. C'est une action pédagogique, je cite, caractérisée par l'attention soutenue portée aux élèves. Aux élèves, ce n'est plus à l'élève. Au développement de leur bien-être et la qualité des apprentissages. En d'autres termes, une pratique innovante, une pratique pédagogique doit reposer sur un certain nombre d'indicateurs. Le premier, bien évidemment, c'est la notion de rupture. Il faut oser dépasser les pratiques traditionnelles pour entreprendre. Bon, et bien là, à un moment donné, il y a aussi une responsabilité de l'enseignant. Il faut bien évidemment aussi oser une éducation physique qui est ambitieuse sur le plan des valeurs, et plus particulièrement les valeurs de la République. Oser ce que réclamait déjà Langevin Ballon en 1947, un système éducatif plus juste, un système éducatif plus démocratique, une école plus juste qui fait qu'effectivement, bien entendu, l'école ne va pas réduire les inégalités sociales, les inégalités scolaires. Bien entendu qu'elle les reproduit, mais peut-être à un moment donné, peut-elle en atténuer. Je vous rappelle juste les dispositifs mis en place par le premier gouvernement de Pierre Mauroy avec les REP et notamment le phénomène de discrimination positive, donner plus à ceux qui ont le moins. Eh bien, peut-être qu'enseigner l'EPS dans les ZEP n'a rien à voir avec enseigner l'EPS dans les classes CAMIF. À voir. En tous les cas, oui, je vous en conjure, faites le distinguo s'il vous plaît. Mettre aussi en évidence la notion de pouvoir.
Et la notion de changement, bien évidemment. Donc derrière, on peut qualifier cette innovation. Et les années 2000 seront peut-être marquées du saut de l'innovation, mais en réalité non, c'est pas peut-être, de tout temps. En éducation physique, les acteurs de l'éducation physique ont, que ce soit des enseignants, que ce soit des IAIPR, que ce soit des concepteurs, que ce soit aussi peut-être au niveau des textes, on voit aujourd'hui le mano à mano qui se passe pour être présenté dans les commissions chargées de rédiger ce curriculum formel que rappelait Michael. Eh bien, il y a des innovations sociales, techniques, scientifiques, culturelles. Alors oui, peut-être qu'effectivement, un élément qui peut traverser le XXe siècle, le second XXe siècle, mais aussi une partie du premier XXe siècle, depuis 1936, voire depuis 1918, pour ceux qui tentent l'agrégation externe, c'est d'essayer de réfléchir comment l'enseignant, avec ses élèves, concilie, avec difficulté, avec succès, mais aussi avec échec. Dans le processus d'innovation, bien évidemment, il y a des échecs qui participent, on se nourrit aussi de ces erreurs. Comment concilier la mise en place d'innovations pédagogiques originales? Michael en a cité dans les années 50, on en verra dans les années 2010, il faudra bien évidemment les interroger. Parce que ce qui est important à travers les pratiques pédagogiques, et Michael l'a insisté, et je remets une couche, c'est qu'est-ce que font les élèves? Qu'est-ce qu'ils apprennent? Donc sortez des textes officiels, et puis aujourd'hui, ils sont vraiment difficiles à comprendre, d'accord? Et interroger les pratiques pour voir effectivement, donner de la chair à l'éducation physique pour voir effectivement, est-ce que Mathilde, elle sue quand elle court? Ou au contraire, finalement, elle se fout de la prof de gym ou du prof de gym parce que à chaque tour de piste de 250 mètres, elle passe 5 minutes derrière le bosquet. Désolé Mathilde, c'est le prénom de ma première fille, donc, mais je ne lui en veux pas. Donc il faut effectivement réfléchir à quelles conditions ces innovations participent de la transformation structurelle de l'école. On pourrait parler effectivement de certaines innovations entreprises, peut-être pas dans les heures obligatoires d'éducation physique. Et donc j'interrogerai aussi, Michael en a parlé, la question de l'AS. Est-ce que c'est un terreau d'innovation, l'AS? Est-ce que les enseignants osent, aujourd'hui, est-ce qu'ils osent une AS Zumba dans le lycée horticole de jeunes filles le mardi entre 12 et 13? En tous les cas, rien ne leur interdit. Donc l'enjeu principal de ces années 2010, mais vous le voyez, il est pérenne cet enjeu, c'est concilier la créativité des pédagogues ou des élèves. Donc comment associer aussi les élèves à la construction de contenus d'enseignement, à la construction de situations d'enseignement, mais aussi des situations d'évaluation. Si l'élève est effectivement au centre du système éducatif, et ça c'est rappelé tout au long du second XXe siècle, c'est pas la loi Jospin de 89 qui en est l'origine, elle ne fait que rappeler une volonté, eh bien, dans quelle mesure ces élèves ont effectivement une responsabilité, dans quelle mesure le principe de dévolution s'applique au quotidien et ne reste pas un vœu pieux qui est à annoncer dans un projet de cycle, dans un projet de classe, dans un projet de séance, etc., etc.